Donc bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc ce dont je vais vous parler un petit peu ce matin, c'est un petit peu l'histoire de l'étude de la domestication et notamment au travers du maïs et comment cette étude a traversé pas mal la discipline de la génétique. Et puis on terminera en fin d'exposé sur les approches actuelles de plus en plus développées sur l'étude génomique de la domestication et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux questions qu'on se pose par rapport à ce processus. Alors, les approches génétiques, comme l'a fait remarquer George Wilcox, en fait, en partie, la plupart des études génétiques qui sont faites aujourd'hui se basent pas mal sur les échantillons contemporains. Donc, on a une image des plantes cultivées et des plantes sauvages sur les échantillons qui existent aujourd'hui. Il y a certains pans de la génétique et de ces études qui aussi utilisent et commencent à utiliser de plus en plus, alors c'est vrai chez l'homme, des échantillons anciens. Et on obtient de plus en plus de données génétiques même sur ces échantillons-là. C'est une discipline encore chez les plantes qui est faite, mais encore assez peu, et qui se développera sans doute de manière importante dans le futur. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? On va changer un peu de continent. Donc, je vais vous parler pas mal de domestication de céréales, mais pas toutes les céréales, parce qu'il y a beaucoup de céréales qui ont été domestiquées. Je vous parlerai d'un exemple emblématique de domestication qui est le maïs, donc une domestication qui s'est passée en Amérique. Je vais vous parler brièvement des processus de domestication en Afrique, et notamment sur une autre céréale qui est le mil, Pennisetum glaucum. Et ensuite, on partira un petit peu sur les études génomiques sur le riz africain et les riz asiatiques et les connaissances que la génétique a apportées à la compréhension de leur processus de domestication. Donc les grandes questions qui sont posées, elles sont à peu près, elles recouvrent à peu près les mêmes thématiques que les autres champs. On essaie de comprendre comment ce processus de domestication s'est produit. Alors la génétique a essayé d'apporter des questions sur où et parfois quand la domestication a eu lieu et comment ensuite ces plantes ont diffusé à l'échelle des continents et puis à l'échelle du monde. Et l'aspect génétique aussi, il y a quand même un intérêt important dans les plantes domestiquées, c'est les changements morphologiques qui sont parfois majeurs. Et donc ça a fourni aussi un outil précieux pour essayer d'étudier les bases génétiques de modifications morphologiques. Et donc, la génétique essaie d'aborder quels gènes ont été sélectionnés au début de la domestication et plus tard, et quels gènes expliquent les différences morphologiques chez certaines céréales parfois dramatiques entre les cultivés et les sauvages, et de voir les bases génétiques de ces changements. Alors le premier exemple dont je vais vous parler, c'est le maïs. Alors cette photo en fait a été prise au Mexique et c'est issu de la récolte d'un seul champ et ça montre une assez grande diversité en termes de couleurs et de morphologie de cette céréale et on va voir au cours de l'exposé plusieurs photos qui illustrent cette diversité. En venant pour tracer l'histoire du maïs, au départ, les premières hypothèses qui ont été émises n'ont pas une origine américaine. Et notamment, il y a un agronome français qui a écrit un traité en 1833 sur le maïs et qui plaçait son origine en Chine. Et il y a certaines gravures qui apportaient des éléments potentiellement pour tracer cette origine en Chine. On n'a pas la datation exacte de ces gravures, mais elles sont estimées autour de 1593. Mais l'interprétation en 1833 qui en était faite est que potentiellement ce maïs venait du continent asiatique. Alors, parmi les éléments qui poussaient à cette interprétation, c'est aussi les dénominations qu'on donnait au maïs. Il y a un autre célèbre chercheur qui est botaniste, qui a travaillé sur l'origine des plantes, donc on en parlera tout à l'heure dans un autre exposé.
et donc notamment qui a publié un certain nombre d'analyses sur l'origine de la domestication. Et il a eu une approche assez moderne sur l'étude de la domestication, et notamment avec des approches pluridisciplinaires. Et il a notamment mis en avant le fait d'analyser les différents champs de connaissances, donc des noms donnés aux plantes jusqu'aux données iconographiques, avec leur probabilité d'erreur et de transmission dans le temps. Et donc sur le maïs, il fait une analyse assez amusante. Et en constat, c'est que le maïs, il a eu plusieurs noms. Et donc, il est appelé blé de Turquie dans de nombreuses langues européennes. En Lorraine, il était appelé blé de Rome. En Toscane, blé de Sicile. En Sicile, blé d'Inde. Dans les Pyrénées, blé d'Espagne. En Turquie, blé d'Égypte. Et en Égypte, doura de Syrie. Donc, il disait que ces deux-là, à la fin, ils étaient presque d'accord. Parce que ça venait du pays d'à côté, ou pas très loin. Mais du coup, en fait, sur les noms et sur les noms qui étaient donnés au maïs, il y avait assez peu d'informations sur son origine, si ce n'est un petit peu beaucoup de données contradictoires. Et donc, Alphonse de Candolle a proposé réattribuer le maïs à son origine américaine. Et on sait qu'il y a beaucoup d'informations sur cette origine américaine, notamment par les restes archéologiques qui glorifient le dieu du maïs. Donc là, vous avez une représentation du dieu maya, Yamcax. Donc effectivement, cette iconographie a permis aussi de bien retracer l'antériorité de l'origine du maïs sur le continent américain. Alors ensuite, on parle de l'espèce cultivée, donc que tout le monde a déjà vu et tout le monde connaît un petit peu. Mais la grosse difficulté, et c'est une difficulté qu'on retrouve beaucoup dans l'analyse de la domestication, c'est quel est l'ancêtre sauvage. Alors, il y a un groupe de plantes, alors les théocyntes, alors qui pendant longtemps ont été classées dans un genre différent du maïs cultivé, et c'est quelque chose qui illustre la grosse différence morphologique qu'il peut y avoir entre la forme aujourd'hui admise, cultivée et sauvage. Et donc ces plantes zéa, elles ont, là vous voyez un état de l'inflorescence presque finale, on a les graines qui se dessinent, et vous avez derrière un épi de maïs, et ça ne ressemble pas beaucoup. Donc au point de vue passage et différences morphologiques, il y a quand même des différences qui sont assez importantes, tellement importantes que beaucoup d'auteurs ont eu du mal à reconnaître que la théocynte était l'ancêtre direct du maïs. Donc, un des premiers auteurs qui a proposé cette hypothèse et qui l'a défendue, c'est Biddle. Donc, on le voit ici sur cette photo. Donc, c'est une photo qui est assez célèbre, qui a été prise à l'université de Cornell en 1929. Alors, il y a Emerson, qui était directeur de département, qui a redécouvert en 1900 aux États-Unis les lois de Mendel. Donc, il y a Biddle, mais il n'est pas trop connu pour ses travaux sur la théocynte. Il est plus connu pour un gène, un trait. Donc, le travail sur Neurospora qui a permis certains progrès, des progrès assez importants en génétique. Et puis, une autre personne qui est aussi assez connue pour ses recherches sur la théocynte, c'est Barbara McClintock. Et donc ici, en fait, ils sont dans le champ, en train de faire les croisements, et ça, c'est la base de la génétique. Et ça le reste largement aujourd'hui. Alors, ce que Biddle a émis comme hypothèse, c'est que la théocynte était quand même utile sous sa forme sauvage par l'homme. On pouvait récolter les graines. Elles étaient assez grosses. Et il a fait quelques croisements, et puis il a abouti à l'hypothèse que sur les croisements, on pouvait passer quand même du maïs à la théocynte avec 5 mutations majeures. Et sans doute qu'avec le temps, on a eu sans doute des sélections nouvelles. Et donc, il a émis l'hypothèse que la théocynte est l'ancêtre direct du maïs. Alors, cette hypothèse-là, en fait, elle a presque disparu pendant 30 ou 40 ans, parce qu'il y a une autre hypothèse qui a été largement favorisée par un professeur de Harvard qui s'appelle Mangelsdorff,
Et l'hypothèse est que le maïs aurait une origine hybride. Donc, basé sur ces premiers travaux, il y a eu des travaux génétiques. Et donc ici, on voit la forme de la théocynthe. Donc, on a beaucoup de ramifications basales et puis aussi aériennes, alors que le maïs a principalement une seule ramification. Et puis, on a des changements aussi dans la position de certains organes floraux. On voit ici un organe mâle chez la théocynthe et presque au même emplacement, on trouve un organe femelle chez le maïs. Et les organes femelles chez la théocynthe, en fait, se retrouvent en ramification tertiaire, alors que chez le maïs, c'est juste à la ramification secondaire. Ensuite, il y a ce dont on a parlé, des modifications assez importantes en termes de graines. Alors, les graines de théocynthe, en fait, ont des plans de clivage ici qui permettent aux graines d'être dispersées, donc déhiscentes. Et puis, elles sont protégées ici par une texture endurée qui les protège de la prédation. Et le maïs a, lui, des grains exposés, directement ouverts. Et donc, là aussi, c'est une modification relativement majeure en morphologie et en changement de grain. Donc, en se basant sur des croisements entre ces deux plantes, il a pu être mis en évidence que il y avait... Alors, ce graphique représente les différents chromosomes de la théocynthe, et c'est une représentation un petit peu simplifiée d'une analyse qu'on appelle une analyse quantitative, donc de différences morphologiques entre la théocynthe et le maïs. Et plus on a un pic, et plus ce locus génétique-là, positionné à cette position-là sur le chromosome 3, explique la différence morphologique qu'on observe ici. Et en fait, il y a 5 des premiers chromosomes qui portent le plus de différences. On va en parler de 1 et il y a 6 marqueurs sur ces 5 chromosomes. On va parler de ce gène-là, TB1. Mais il y a aussi ce gène-là, et c'est TGA1, dont je vais en parler quelques mots juste là. C'est un gène qui est associé au développement de ce tégument très très siliceux qui rend les graines très très dures chez la théocynthe. Et ce tégument, en fait, est très très peu développé chez le maïs. Et vous le connaissez sans doute, parce que si vous avez mangé du maïs, notamment du maïs doux, il vous est resté des petits téguments dans les dents. C'est cette membrane qui est codée par ce gène-là et qui est très très peu développée chez le maïs cultivé. Donc un des gènes qui a été trouvé en premier, c'est ce gène TB1. C'est un des premiers gènes clonés à partir de ces analyses-là type QTL. Et on a pu démontrer, en fait, l'équipe qui a réalisé cette recherche-là, qui est l'équipe de John Dobley aux États-Unis, a pu démontrer qu'en fait la différence entre la diversité cultivée, qui est en bas ici, et la diversité sauvage, était à peu près similaire dans la partie codante du gène, mais très très différente dans la partie régulatrice. Et en fait, depuis, on a fait des progrès, et en fait, on tombe sur un changement ici d'insertion d'un rétrotransposon qui donne des niveaux d'expression différents suivant les allèles du gène. Et du coup, la différence que l'on voit entre les cultivés et les sauvages, et notamment au niveau de cette ramification, est en large partie expliquée par les modifications sur un gène régulateur du développement. Donc, il y a eu un impact de la sélection humaine sur ces gènes-là, qui sont sans doute les gènes qu'on peut qualifier les gènes de domestication, mais l'histoire du maïs ne s'est pas arrêtée là, et il y a eu beaucoup d'adaptations de maïs à différents environnements, on va le voir. Et il y a quelques études qui ont essayé d'estimer le nombre de gènes sur l'ensemble du génome qui montraient des traces sélectives. Et on estime entre 2 et 5% des gènes qui montrent cette trace de sélection. Donc il y a peut-être des gènes majeurs, mais il y a aussi beaucoup d'autres gènes avec des effets aussi peut-être moins importants sur la différence morphologique, mais qui ont quand même été sélectionnés lors de la domestication ou après la domestication. Donc ça, c'est les études qui ont porté plutôt sur l'identification des bases génétiques
des différences entre les plantes cultivées et sauvages. Alors, une des études qui a porté sur l'étude de l'origine, c'est une étude qui a considéré les variétés anciennes qu'on trouve sur l'ensemble des États-Unis, donc elles sont représentées ici, donc du Canada jusqu'au Chili, et les deux variétés de théocinthe, donc une théocinthe de basse altitude par Viglumis et une théocinthe de haute altitude, Mexicana. Et donc cette étude, basée sur une centaine de marqueurs microsatellites, a abouti à une première vision de ce processus de domestication. Et alors ce qu'on trouve, c'est que les variétés qu'on trouve dans les Andes, à haute altitude, elles sont proches des variétés qu'on trouve en Amérique du Sud, qui sont proches des variétés qu'on trouve dans le Guatemala et dans le sud du Mexico. Et ces variétés-là sont proches des variétés de haute altitude qu'on trouve au Mexique. Et ensuite, les variétés qu'on trouve au sud-ouest des États-Unis sont placées ici, et puis on remonte vers le nord des États-Unis. Et l'ensemble de ces variétés se groupent ensemble avant de se grouper avec l'espèce sauvage. Et la première espèce sauvage sur laquelle on se groupe, c'est l'espèce de basse altitude par Viglumis. Donc l'interprétation de ce type d'analyse a été de dire sans doute que la signature génétique sur le groupe cultivé est une origine d'une base génétique unique et qu'il y a eu ensuite diffusion dans ces deux espaces. Et puis les espèces sauvages les plus apparentées, on les trouve dans une zone, dans le bassin de drainage de la rivière Balsa au sud du Mexique. Alors c'est basé évidemment sur les échantillons actuels, donc il y a eu des changements dans le temps du climat, donc c'est possible que ces populations-là aient été un petit peu réparties un petit peu différemment dans le passé. Mais génétiquement, ce sont les populations basées sur ces études-là qui sont le plus proches. Alors, cette histoire-là, elle est simple, mais en fait, il y a quand même des petits twists. C'est qu'en fait, ici, ça, c'est une espèce qu'on trouve à basse altitude. Et les plus proches ici qu'on trouve là, c'est des variétés qu'on trouve à haute altitude. Et en fait, ce qui a été démontré depuis, c'est qu'en fait, il y a eu des petits échanges entre ces variétés rouges là, l'espèce sauvage Mexicana, avec les variétés de haute altitude, lors de la colonisation du maïs à haute altitude, pour notamment fournir sans doute des gènes d'adaptation à ce climat-là. Et lors de cette diffusion, les variétés actuelles qu'on trouve en haute altitude ont un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de diversité Mexicana. Et ça entraîne un faux signal dans des analyses de proximité. On trouve que ces variétés de haute altitude sont plus proches de la variété sauvage ancestrale, alors qu'en fait, c'est au travers des flux de gènes de la variété rouge dans ces variétés-là qu'on trouve la proximité. Donc, juste pour dire que l'histoire est toujours un petit peu plus compliquée, et notamment que dans ces études sur les céréales, qui sont souvent citées comme un exemple, ces histoires de flux de gènes dont on parle depuis hier, des arbres jusqu'aux végétaux, elles sont présentes et elles ont un impact aussi sur ces céréales. On reverra un exemple. Et donc là, on a effectivement sans doute un effet important des flux de gènes post-domestication qui peuvent brouiller, quand on étudie l'échantillon actuel, le signal de l'étude de la domestication. Ça, c'était ma conclusion. Je ne vais pas passer. Donc après cette domestication, alors le timing. Alors on peut estimer en utilisant la génétique des dates, mais les archéologues, ils ont quand même des dates qui sont beaucoup plus précises que les généticiens. Donc les généticiens, ils ont fourni une date ici, autour de 9000 ans, mais l'intervalle de confiance, il est grand. Les restes archéologiques qu'on trouve, on trouve des épis de maïs cultivés autour de 6300 ans. Et puis, plus récemment, on a trouvé des restes d'amidon qui suggèrent la présence de maïs domestique à 8200 ans. Voilà. Donc c'est les plus grandes évidences, c'est autour de 6000 ans pour les restes d'épis vraiment maïs cultivés, autour de 6000 ans donc. Et ensuite, on a eu une diffusion vers l'Amérique du Sud et vers l'Amérique du Nord.
Donc cette diffusion, on l'a déjà vu, hein, je vais passer assez rapidement. On a sans doute eu, donc, à partir d'une domestication ici, la colonisation de la haute altitude, et puis la diffusion vers l'Amérique du Sud. On sait que cette diffusion est relativement rapide, entre guillemets, parce qu'on retrouve des restes archéologiques autour de 5600 ans. Alors là aussi, sur des restes amidons en Équateur. On trouve des restes archéologiques d'épis autour de 3000 ans simplement, beaucoup plus tardifs, au sud-ouest des États-Unis. Et le maïs n'est devenu vraiment une culture importante en Amérique qu'il y a 1200, 1300 ans, notamment en Amérique du Nord. Et donc, au cours de ce processus, on a ce qu'on appelle un processus de diversification. On est passé d'une adaptation de plantes à des climats tropicaux à des climats tempérés, et ça change beaucoup de choses. Et c'est une des hypothèses pour expliquer le passage relativement lent du maïs de la partie tropicale vers le nord des États-Unis. Alors que ici, les climats sont un petit peu plus similaires, et donc la diffusion est beaucoup plus facilitée. On aboutit aujourd'hui à une compréhension des groupes génétiques avec un groupe génétique mexicain cultivé, un groupe génétique assez large, basse altitude, qui couvre ici le Guatemala, les Caraïbes, la zone ici des Guyanes, jusqu'au Brésil, un groupe andin avec une diversité plus faible, et un groupe nord-américain avec une diversité plus faible que les deux groupes tropicaux, haute altitude et basse altitude. Donc, il y a eu 9000 ans de création variétale et ça a entraîné une sélection humaine pour une morphologie extravagante, on va dire, avec des plantes qui font plus de 6 mètres, un panel de formes de graines et de couleurs de graines assez diversifiées, et aussi de formes d'épis très très différents suivant les variétés qui sont cultivées, notamment en Amérique. Donc nous, on est plus habitués à des maïs de cette couleur-là et de cette forme-là. Mais en fait, la diversité qui existe est relativement importante, notamment aux États-Unis. Et puis, dans les 80 dernières, on va dire les 100 dernières années, à partir des années 30, on a eu, jusque-là, on avait une culture, je dirais, traditionnelle. Puis à partir des années 30, en fait, on a eu le début de, je dirais, l'amélioration génétique moderne des plantes, entre guillemets, qui a abouti aux augmentations de rendement qu'on a observées, notamment aux États-Unis. Et ces augmentations de rendement, ils ont été le produit de développement de variétés hybrides, d'une augmentation de pratiques culturales, fertilisation herbicide, mais aussi de l'abandon de la culture dans certaines zones aux États-Unis, où le maïs a été remplacé notamment par le sorgho. Et bon, les variétés modernes, qui sont nord-américaines, ont une diversité relativement faible, quand on considère l'ensemble de la diversité du maïs à l'échelle des États-Unis, puisqu'il n'y a que 5 variétés qui contribuent à 85% de l'ensemble des hybrides qu'on trouve aux États-Unis. Alors, un des points importants de l'analyse qui a été faite chez le maïs, ça a été de démontrer quand même que, et notamment les résultats plus récents, c'est que les approches initiales qui étaient utilisées ne permettaient pas en fait de bien voir et bien estimer l'existence de flux de gènes, et notamment de flux de gènes après la domestication. Et donc il y a un certain nombre d'outils qui ont... Pourquoi je suis là ? Il y a un certain nombre d'outils qui ont été utilisés, maintenant qui sont de plus en plus utilisés, pour essayer de mieux comprendre cette histoire et de prendre en compte les échanges de gènes post-domestication. Et on en a parlé un petit peu hier, c'est les approches d'analyse bayésienne. Et je vais vous montrer un petit exemple aussi sur une autre céréale dont je vais parler, qui est le mil. Alors, lui aussi a des modifications morphologiques qui sont relativement majeures. Donc, le mil sauvage qu'on trouve, par exemple, ici au sud d'Agadez, au Niger, c'est une graminée très, très ramifiée, alors que le mil cultivé qui est en train de pousser là, bon, de loin, il ressemble beaucoup au maïs. À un épi qui généralement une tige, des fois 2, 3. Donc très peu de ramifications, alors que là on peut aller jusqu'à 1000 ramifications basales. Et ensuite, il y a quand même une modification là aussi relativement importante de la morphologie de l'inflorescence. Donc ça c'est une morphologie sauvage qu'on trouve dans ces zones-là, et ça c'est une morphologie cultivée
qu'on trouve par exemple ici au Niger. Donc là aussi, chez cette céréale, il y a quand même des modifications relativement majeures en termes de morphologie. Alors qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire? Ici, vous avez des dates à partir du présent aussi, de restes archéologiques. Donc c'est une céréale, donc en noir, vous avez des populations sauvages qui ont été identifiées. En gris, des populations cultivées qui ont été étudiées dans une des analyses génétiques que l'on a faites. Et les dates ici sont des dates obtenues sur des restes archéologiques. Donc on a autour de 3500 ans différents sites tout le long du Sahel qui montrent l'existence de la forme cultivée. Et un site avec quand même très peu de restes qui semble montrer la forme cultivée à 4200 ans au Mali. Et on a aussi très tôt, vers 3000, 3300, des évidences de la diffusion de cette céréale jusqu'en Inde. L'origine, en fait, sur les bases des données génétiques, est une origine africaine, et sans doute Afrique de l'Ouest. Pour le moment, on pense plutôt que c'est dans la zone entre le Sénégal et le Niger, plutôt cette partie-là du Sahel qui a été à l'origine de la domestication, mais c'est encore en cours de recherche. Et donc, une des études qu'on a menées, c'est essayer de modéliser la domestication chez cette céréale. Alors, on fait ça avec des modèles un petit peu simples, voire simplistes des fois, mais l'objectif était d'utiliser des modèles différents et voir si effectivement la migration, après la domestication, avait un impact important dans la diversité qu'on observe aujourd'hui chez le mil cultivé. Les résultats ont été que toujours, tous les modèles qui considéraient de migration après la domestication étaient plus probables statistiquement. Donc c'est vraiment un point relativement important dans l'ensemble de ces analyses génétiques, et c'est un point que dans le passé on a souvent négligé, c'est de ne pas négliger l'apport régulier de ces populations sauvages vers les populations cultivées. Et bon, on peut estimer avec la génétique un temps de domestication. Bon, on trouve qu'à 1800 ans, avec une large variance. Bon, c'est pas peut-être, c'est de l'ordre de ce qu'on voit dans les restes archéo, mais je suis plus confiant des restes archéo que des études que je fais en estimation de temps avec la génétique. Et enfin, dans cette dernière partie, je vais vous parler un petit peu d'une autre céréale, enfin d'autres céréales, parce qu'il y en a un nombre important. Alors, il y a un riz africain, un riz domestiqué africain qui s'appelle Oryza glaberrima, qui est issu d'une domestication d'un riz sauvage africain, Oryza bartii. Et puis, il y a, j'en ai représenté que 2 ici, différentes formes de riz asiatiques. Donc, Oryza japonica, qui est souvent, qu'on associe souvent au riz tempéré, mais il existe des Oryza japonica tropicaux, et puis Oryza indica, qui est une forme tempérée. Donc l'origine d'Oryza japonica, c'est plutôt la Chine, contrairement à son nom, et par contre indica, c'est plutôt des riz qu'on trouve notamment en Inde. Donc ces riz-là, souvent c'est souvent montrer un exemple pour expliquer le phénomène de domestication et une origine indépendante de 2 formes de riz, une origine indienne et une origine chinoise. Donc on va voir dans le reste de l'exposé comment les approches de génétique des populations ont permis ces dernières années de tester ces hypothèses et de changer un petit peu la façon de penser sur cette origine du riz africain. Mais avant de parler de ça, je vais parler du riz. Je vais vous parler du riz africain Oryza glaberrima. Et donc, l'accès aux ressources génomiques permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite dans l'identification de ces gènes qui sont associés à la domestication. Et donc, premier point, ces études génomiques elles vont permettre d'aller plus finement identifier les zones chromosomiques qui différencient les plantes sauvages des plantes cultivées. Et en retour, cette compréhension, elle va aider, comme on va le voir, à la compréhension de l'histoire de ces plantes. Donc, alors c'est un graphique avec beaucoup de points,
Mais ici, en fait, on mesure la différence entre le riz africain cultivé, le riz et son ancêtre sauvage. Et donc, si on avait la moyenne de la distribution, on serait par là. Une différence autour de 13%. Et puis, ici, on a 3,5 millions de marqueurs sur l'ensemble du génome. Il y a 12 chromosomes. Puis, il y a des zones ici où on voit des pics. Et donc là, on a des pics de différence entre la forme cultivée et la forme sauvage. Et donc, ces pics de différence, ça peut par exemple être des gènes qui ont été complètement fixés chez la forme cultivée et associés à la domestication. Et donc on peut voir que par ces analyses, on peut identifier un certain nombre de zones le long des chromosomes qui montrent ces différenciations. Donc ces outils génomiques ils permettent d'aller beaucoup plus rapidement à ces identifications des zones sous sélection. Alors on va voir l'application un petit peu qu'on peut en faire ensuite dans la compréhension du processus de domestication. Et pour ça, on va repartir de l'autre côté, cette fois chez le riz asiatique. Et donc, on a une espèce sauvage, Oryza rufipogon, et les deux formes principales, il y a un petit peu plus que ça en forme cultivée, mais les deux formes principales, qui est Oryza japonica et Oryza indica. Donc, si on veut comprendre la domestication, un des points très importants qui a été illustré au cours de ces exposés, c'est de comprendre d'abord la forme sauvage. Et donc là, il y a une étude sur la diversité qui existe au sein de la forme sauvage, et ils ont identifié 3 groupes génétiques sauvages. Alors, ils sont notés 1, 2 et 3. Et donc maintenant, on va étudier la diversité qu'on trouve dans les cultivés par rapport à ces 3 groupes sauvages. Et donc les auteurs de cette étude ont fait l'étude des sauvages. Ils sont là. 3, 2, 1. Et ils ont mis les cultivés dedans. Et donc, vous voyez ici Japonica. Et vous voyez ici Indica. Donc, quand on voit un graphique comme ça, on voit que là, on a des sauvages. Et puis, on a des cultivés qui sont proches des sauvages ici. Et puis, là, on a d'autres sauvages. Et on voit des cultivés Indica qui sont proches de ces sauvages. Et donc, si on a 2 événements de domestication, ce qu'on attend, c'est que la diversité cultivée qu'on trouve dans Indica, elle est proche des sauvages qui se trouvent en Inde. Et la diversité des sauvages, la diversité des sauvages Indica, des cultivés Indica sont proches des sauvages qu'on trouve en Inde. Et la diversité des riz japonica sont proches des sauvages qu'on trouve en Chine. Donc ça marche, très bien. Donc c'est souvent sur des analyses comme ça qu'on se base pour dire qu'il y a eu 2 événements de domestication. Maintenant, on peut faire la même analyse en utilisant autre chose, c'est en utilisant les gènes qu'on vient d'identifier, les gènes qui sont associés à la domestication. Donc dans ce cas-là, il y a 55 gènes qui ont été identifiés qui différencient les formes cultivées et les formes sauvages. Et donc, si on a 2 domestications, on devrait avoir des gènes de domestication avec 2 origines, une origine indienne et une origine chinoise. Et si on a une seule domestication, on devrait avoir des gènes de domestication avec, une seule origine géographique. Et en fait, c'est ce qui est essayé de représenter ici, c'est une distance entre les plantes cultivées et différentes populations sauvages. Et ce qu'on voit, c'est que les plantes cultivées sont plus proches au niveau de ces gènes de domestication des sauvages qu'on trouve en Chine. Si on avait une origine aussi indienne, on devrait avoir aussi une proximité avec les sauvages qu'on trouve en Inde. Or, la plupart des gènes qu'on étudie, qui sont des gènes directement associés à la domestication, tracent leur origine plutôt vers la Chine. Et au sein de la Chine, c'est une province particulière qui se trouve un petit peu plus au sud que les hypothèses en termes archéologiques, même si il ne faut pas se baser que sur la génétique pour identifier la zone, mais la génétique pointe pour une origine au sud de la Chine, près de la Pearl River, et les données archéologiques placent cette origine un petit peu plus au nord. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est un scénario où on aurait eu un premier événement de domestication qui aurait fixé les allèles qui différencient les plantes cultivées et sauvages, initialement, et on aurait obtenu ces anciennes variétés cultivées. Ces anciennes variétés cultivées, elles auraient diffusé en Inde, et là, on aurait eu un croisement relativement important. On aurait conservé les gènes et les allèles sélectionnés dans le passé dans la zone chinoise, mais toutes les autres parties du chromosome, les gènes neutres,
Ils ont été complètement remplacés d'une certaine façon par la diversité des sauvages qu'on trouve dans le sud-est asiatique. Et on aurait abouti du coup à cette forme indica qu'on trouve notamment en Inde. Donc ce qui est important de voir là, c'est qu'on est en train de revisiter l'ensemble de la simplicité qu'on a ajoutée à la domestication sur les céréales, et on voit que là aussi, les flux de gènes cultivés sauvages ont sans doute eu un impact relativement important sur les processus de domestication au cours du temps. Donc, pour résumer les conclusions principales, ce qui émerge de plus en plus, c'est quand même que il y a une histoire complexe et il est très important et vital pour les études génétiques de prendre en compte de plus en plus ces flux de gènes entre les plantes cultivées et les sauvages. Et ce qui émerge aussi, c'est qu'il devient de plus en plus intéressant de regarder la domestication non seulement avec des marqueurs neutres, qui tracent un petit peu la diffusion ou les échanges de gènes, mais aussi avec ces marqueurs associés à la domestication, qui eux peut-être traceront mieux les sélections très précoces qui ont eu lieu au cours de la domestication. Et pour réaliser ces approches, il est de plus en plus important d'intégrer une dimension spatiale aux analyses, qui a été relativement peu fait encore. On a rarement considéré les échantillons dans une localisation et construit des modèles d'évolution avec ces analyses spatiales. Ça a encore été très peu fait. Et ces analyses et ces modélisations spatiales permettent évidemment d'intégrer facilement l'occurrence de flux de gènes. Donc il existe des modélisations type ABC qui utilisent des modélisations de diffusion de variétés au cours du temps et d'hybridation au cours de ce processus. Et l'intérêt de ces approches bayésiennes, c'est qu'elles peuvent intégrer directement dans les modèles des données supplémentaires, c'est-à-dire par exemple l'occurrence à un moment donné d'une forme cultivée à une date donnée et à une position géographique précise. Et donc là, ça permet directement de tester des hypothèses en confrontant différents jeux de données, mais directement dans la modélisation. Donc j'ai fini mon exposé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et je tiens à remercier les différents financeurs qui ont permis ces recherches et un certain nombre de collègues et chercheurs qui ont travaillé avec moi durant ces longues années. Merci beaucoup Yves. Je vous propose de passer aux questions. On peut en prendre 2 ou 3. Moi, j'ai été toujours surpris qu'en italien, au moins la partie d'Italie où je viens, les maïs s'appellent Gran Turco. Maintenant, vous m'avez expliqué pourquoi. Mais ça me surprend énormément qu'il y a eu toutes ces histoires. Je me demande d'où est sortie cette hypothèse médio-orientale de l'origine du maïs. Parce que la question, c'est il y a eu des chroniques très immédiatement après la conquête. Il y a eu Crónicas de la Conquista de Nueva-Espagne, il y a eu... et il n'y a aucune mention de maïs dans les chroniques des conquistadores. Ça, c'est la première question. Après, j'ai une question génétique. Ok. Il y a eu des notations... il y a même des plafonds en Italie dessinés avec des épis de maïs en 1510. Immédiatement après, oui. Maintenant, en fait, dans les études qui ont eu lieu plus tard, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles plus tard, les auteurs ne sont pas forcément revenus sur ces chroniques-là et ont proposé une hypothèse basée sur des observations qu'ils ont faites. Ensuite, depuis, il y a plusieurs recherches qui ont été faites et qui sont revenues sur ces chroniques-là, et donc qui tracent effectivement sans souci une origine américaine. Mais une des hypothèses qui a été proposée et combattue par Alphonse de Candolle a été l'origine chinoise. La question génétique, c'est, je trouve qu'une des choses
plus intéressant que j'ai appris dans cette réunion, c'est comment il y a eu des hybridations presque permanentes entre les formes domestiquées et les formes originaires sauvages. Est-ce qu'on connaît des espèces domestiquées dans lesquelles ça n'arrive plus? Ça veut dire où on s'arrête. Est-ce qu'on peut dire ça pour... bon, l'éthiocène, ça se croise avec les maïs, mais est-ce que c'est la même chose avec la vigne? Est-ce que c'est la même chose avec... Est-ce qu'on a un moment qu'on dit non, là, ça n'arrive plus? Bon. Et on sait ça pour quelques espèces? Bon, l'histoire, il y a sans doute un événement, une sélection dans une zone géographique assez grande, initiale. Ensuite, il y a quand même une diffusion qui peut être très ancienne. Hein. Oui. Là, on a vu à Chypre, mais enfin, là, c'était les sauvages encore, mais sur les cultivés, là, à 5600 ans, ils étaient déjà en Équateur. Là, il n'y a plus de théocentre. Et vous prenez les variétés d'Équateur et vous les amenez à votre laboratoire. Est-ce que ça se croise avec les théocentres? Ça se croise. Alors, ça se croise mieux. Alors, ce qui existe, c'est... bon, il y a un petit twist, on va dire. Dans la forme haute altitude, donc Mexicana, il y a quand même un gène d'incompatibilité avec le maïs, qui a peut-être été sélectionné dans le temps, parce que Mexicana, on le trouve beaucoup dans les champs de maïs. Et donc, c'est sans doute aussi, il y a une sélection pour empêcher que le pollen de maïs, qui était de plus en plus cultivé, assimile la forme mexicaine. Et elle a besoin d'avoir de la déhiscence, elle a besoin de faire des ramifications pour étaler sa floraison, etc. Donc, il y a sans doute des sélections ensuite, lors du développement de la culture, pour que les populations sauvages puissent se maintenir. Et donc, c'est peut-être pour ça que cette forme d'incompatibilité a émergé. Mais à partir du moment où on est sorti de la zone où on trouve les espèces sauvages, hein, donc vers l'Amérique du Sud et vers l'Amérique du Nord, eh ben, les hybridations, d'une certaine façon, ont un petit peu cessé. Maintenant, la forme sauvage, c'est aussi une mauvaise herbe de la forme cultivée. Et quand on transporte des graines de la forme cultivée, si une fraction de ces graines a été pollinisée par le sauvage, on transporte aussi des formes hybrides qui peuvent se maintenir aussi au cours du temps, même avec la diffusion. Et donc, ça, c'est aussi possible.